call, on a des membres. On a des membres bienfaiteurs de notre association, plusieurs, représentés par Philippe et je n'ai pas retenu le prénom de la personne qui était chez Actis et qui représentait Marie. Mais donc, non seulement nos membres, mais des gens qui ne sont pas chez Parité Assurance. Et c'est super parce que ce sont des rendez-vous qui sont ouverts à toutes et à tous et nos membres bienfaiteurs. Donc, c'est une nouvelle édition sous la houlette d'Angela, de Nelly et de Frédéric de ces rendez-vous avec les start-upeuses, avec l'idée à la fois d'apprendre de ce qu'elles font, parce que souvent, ça peut nous donner des idées de synergie. Et je pense qu'avec Charlotte, aujourd'hui, on aura plein d'idées de synergie. Mais deuxième aspect qui nous inspire à chaque fois quand on fait ces rendez-vous, c'est voir un parcours, voir le courage, voir la tactique, voir la stratégie, voir le pragmatisme, voir les aventures. Et nous qui parfois vivons dans un monde, on va dire, très traditionnel et traditionnaliste de l'assurance, rencontrer des petites bouffées d'oxygène comme Charlotte et tous les rendez-vous avec les start-upeuses, ça nous fait du bien. Donc, on va se lancer tout de suite dans l'échange. On a Nelly prévu jusqu'à, là il est quoi, midi et demi jusqu'à 14h. 14h, oui. Et donc, échange croisé entre Frédéric et Nelly et Charlotte et questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de conversation chemin faisant et ou à les indiquer à la fin. Voilà. Profitez bien, c'est cadeau, c'est gratuit et je vous assure, c'est super. Eh bien, merci Madame la Présidente, puisqu'en fait, Isabelle ne s'est pas présentée, mais c'est notre présidente de Parité Assurance. Et Nelly et moi-même sommes membres de Parité Assurance et animons depuis quelques mois, voire peut-être un peu plus d'un an, nos rendez-vous start-upeuses. Donc voilà, moi c'est Frédéric Sintra. Je laisse la parole à ma complice Nelly pour se présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc ravie de vous accueillir. Donc là, c'est le 7e, effectivement, donc ça fait, je pense, 2 ans même, hein, là. Ah, Voilà. oh, ça passe vite. Bon, eh bien, alors nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui notre invitée Charlotte Coyer, qui est fondatrice d'Attaque. Donc, elle va nous raconter son parcours, ses histoires d'entrepreneur, son développement, son entrée dans le monde de l'assurance. Et d'ailleurs, moi, je vais commencer par la première question. On aime bien savoir d'où tu viens et donc quel est ton parcours? Parce que toi, tu as une formation ingénieur, je crois. Oui, bonjour à tous. Ravie d'être ici et de vous parler un petit peu de moi et d'Attaque. Donc, effectivement, j'ai un parcours d'ingénieur de formation et j'avais complété cette formation par un diplôme d'actuaire. Et sinon, je travaille dans l'assurance depuis bientôt 15 ans. Donc, je suis vraiment une experte du métier. Alors oui, on peut peut-être en parler plus en détail de ce parcours, même si tu vas y revenir. Donc, toi, tu as d'abord travaillé dans la partie risque, c'est ça? Exactement. J'ai commencé chez CNP Assurance où j'ai travaillé 5 ans. Et moi, ce qui m'anime, c'est de partir d'une feuille blanche, de créer quelque chose de nouveau, de m'attaquer à un problème et d'y répondre. Et donc, chez CNP, mon job, c'était de répondre à l'arrivée de Solvabilité 2. Et donc, on mettait tout en place. Donc, il y avait une direction qui était en train de se créer qui s'appelait la direction des risques, ce que j'ai fait pendant 5 ans chez CNP. Et ensuite, j'ai rejoint Hannover Re pour prendre en charge la fonction actuariat et risque de la succursale d'Hannover Re en France, qui voulait aussi se doter de cette fonction avec l'arrivée de Solvabilité 2. Et donc, pareil, c'était partir d'une feuille blanche et tout créer à l'échelle là d'une filiale. Et puis, passage par une start-up, et non des moindres. C'est ça, en 2017, j'ai décidé de rejoindre Léo Care. C'était au tout début de Léo Care. J'ai rejoint Noureddine et Christophe, les cofondateurs, en tant que premier employé pour là mettre en place tout le produit d'assurance, tout le back-office assurantiel et donc toute la gestion des contrats chez Léo Care. Donc Léo Care, c'est une start-up qui a levé, je crois, plus de 100 millions d'euros maintenant, qui est très grosse, qui revendique 160 000 clients. Et Léo Care, c'était
au départ de l'assurance auto, habitation. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'était de sortir les deux produits, ce qu'on a réussi à faire en moins d'un an, ce qui est assez dingue et avec les négociations avec les porteurs de risques. Et ensuite, encore un autre grand groupe? Donc moi, je suis vraiment hybride. C'est assez rare. C'est vrai que je m'amuse autant dans les grands groupes que dans les startups. J'ai eu l'opportunité en fait de rejoindre AXA qui m'offrait en fait un poste où je pouvais créer une business unit dédiée à l'assurance embarquée. Et donc, j'ai commencé toute seule et à la fin, au bout de 3 ans, je manageais 4 équipes. J'avais une centaine de partenaires et 120 millions de chiffre d'affaires. Mon job, en fait, c'était d'être l'assureur derrière beaucoup de startups, scale-up qui vendent de l'assurance. Et aujourd'hui, ben, il y en a beaucoup. Donc, j'avais des partenaires comme Uber, par exemple, ou aussi les trottinettes, Tir, Ornicar, voilà. Merci Charlotte. Donc tu nous as t'as un très beau parcours donc dans des grands groupes d'assurance, tu nous as parlé d'Elio Care avec donc différentes créations aussi de feuilles blanches. Ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un parcours multiple, dans différents types de structures. Et puis à un moment, donc tu goûtes à l'InsurTech avec Léo Care, mais tu n'étais pas la fondatrice, tu étais dans les personnes qui ont contribué à créer l'entreprise. Et à un moment, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer et de créer toi-même ta propre start-up dans l'assurance? Et puis pourquoi à ce moment-là, là, quand tu étais, c'est en fait quand tu étais encore chez AXA, et pourquoi à ce moment et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors, c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui est né avec l'envie d'être entrepreneur. C'était pas forcément ce que je recherche. J'ai pas de problème à travailler avec un patron. Donc ça, c'est parce que parfois, c'est ce que certains entrepreneurs donnent en fait comme volonté. Et moi, c'est pas du tout ça. En plus, je viens d'une famille plutôt modeste. Mes parents sont ouvriers dans des entreprises industrielles bretonnes. Donc, ils étaient plutôt déjà très, très fiers du fait que je sois cadre dirigeant dans une entreprise du CAC 40 qui était AXA. Donc, c'est vrai que le grand saut, c'est pas quelque chose qui était très valorisé dans ma famille. Euh, et ça, je pense que c'est important de le dire parce que euh, on n'est pas tous avec enfin, les mêmes envies. Et donc, pour ma famille, en tout cas, un CDI dans un grand groupe, c'est plus valorisant que de créer son entreprise. Mais là, ce qui m'a donné envie, c'était vraiment le besoin. Je voyais qu'il y avait un besoin quand j'étais chez AXA, des entreprises et des entrepreneurs qui cherchaient à se couvrir contre le risque qui devenait le risque numéro un. Entre 2019 et 2020, le nombre d'attaques, il a été multiplié par 4. Il y a eu énormément de cyberattaques pendant la période du Covid et beaucoup d'entreprises touchées, puisque en fait, c'est pas juste les grands comptes, c'est pas juste les Saint-Gobain qui sont attaqués, dont on a beaucoup entendu parler, mais il y a aussi plein d'entreprises, toutes les entreprises de toute taille en fait aujourd'hui, hein, même les PME, même un garagiste, un cabinet dentaire, un hôtel va se faire attaquer. Et donc c'était devenu un risque prédominant, mais en fait les entreprises et les dirigeants d'entreprise ne savaient pas forcément comment se couvrir parce qu'en fait il y a beaucoup de solutions de cybersécurité. Et donc, en fait, comprendre est-ce que c'est une solution de cybersécurité dont j'ai besoin ou est-ce que c'est de l'assurance, qu'est-ce que couvre vraiment l'assurance. Et, euh, et moi, chez AXA, j'en voyais beaucoup, j'en voyais tous les jours et on n'avait pas forcément les réponses. Et il faut comprendre que en même temps que les attaques augmentaient, eh bien, les assureurs ont durci aussi les accès à l'assurance parce que avant, c'était plus simple de souscrire une assurance cyber que ça l'est aujourd'hui. Ils ont imposé énormément de questions techniques, beaucoup de questionnaires, beaucoup de prérequis. Et en fait, les entreprises, elles ne savent pas forcément comment répondre à ces questions, comment installer les prérequis. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour les accompagner et donc répondre en fait à ce pain des entrepreneurs. Et donc ça, c'était en 2021. J'ai commencé à en parler autour de moi. Et c'est là qu'on a décidé de créer Dattac avec Damien et Benoît.
Alors justement, quand on se lance, il y a le moment où on est salarié, tu avais ton CDI, tu étais cadre dirigeant, et voilà, t'expliques que tu as un besoin, mais entre l'idée et la mise en place, et puis le fait de dire je plaque tout, ben, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quand même intéressant. Et je crois que dans ton histoire, toi, tu as commencé à t'associer alors que tu étais encore en poste. Donc voilà, raconte-nous ce démarrage, là, comment tu t'es lancé? Parce que ça, c'était quoi? C'était l'été 2021? C'est ça. Alors, c'est vrai que je suis plutôt aussi assez risque averse. Et donc, j'ai commencé à explorer le sujet quand j'étais encore chez AXA. On a commencé à travailler tout l'été 2021 avec Benoît et Damien sur le projet, voir si vraiment il y avait un Alors, appétit marché. je t'interromps tout de suite parce que là, tu nous parles de deux autres personnes. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez démarré. Donc, toi, tu avais l'idée, c'est ce que tu as décrit. Et là, soudain, vous êtes trois. Donc, déjà, comment ça s'est passé, cette rencontre et qui sont ces deux personnes qui arrivent? Alors, ouais. Donc, pour être honnête, j'ai commencé à me poser des questions. J'étais aussi, moi, en étant chez AXA et au contact de beaucoup de startups, très souvent approchée par des startups, des cofondateurs qui cherchaient un responsable assurance. Hein. Donc, je me posais des questions. Et comme j'étais très connectée avec les fonds d'investissement depuis Léo Caire, parce qu'avec Léo Caire, j'avais fait le roadshow de la série A. Et donc, j'avais gardé des contacts des fonds qui, eux aussi, parfois m'appelaient pour me demander, mais t'en penses quoi de cette startup? Est-ce que j'investis dedans? Est-ce que j'investis pas dedans? Et c'est vrai qu'en échangeant avec les fonds, le risque cyber, ça devenait vraiment un enjeu important. Ils voyaient un potentiel marché. Et donc, j'ai confronté l'idée avec les fonds qui m'ont mis en relation avec Benoît, qui lui-même, de son côté, avait aussi cette idée-là. Donc, Benoît, c'est Benoît Grouchko. Il vient de la tech. C'est aussi un ingénieur et on a un parcours différent parce que lui, il vient vraiment du monde de la tech et il était déjà entrepreneur. Il avait déjà créé une boîte, levé des fonds à plusieurs reprises et revendu sa société. Donc, il avait l'expertise entrepreneuriale et la connaissance aussi des fonds d'investissement. Et Benoît, qui creusait aussi cette idée-là, avait commencé à en parler avec Damien. Et Damien, aussi ingénieur et actuaire. Lui, Damien, donc, il a fait plus de 12 ans chez Allianz avant de créer Datac. Donc, plutôt le profil un peu comme moi. Chez Allianz, il a vu plein de choses et en particulier toute la partie distrib. Et donc, c'est pour ça qu'à trois, on était vraiment complémentaires. Donc, Benoît l'entrepreneur tech, Damien, la partie assurance, actuariat, et plutôt distrib, et moi, la partie assurance et plus création d'offres from scratch, parce que c'est ce que je faisais chez AXA, et comment trouver des partenaires assureurs, comment trouver de la capacité, et mise en place aussi de toutes les opérations assurantielles. Et ça a bien matché tout de suite entre vous trois. Ouais. Oui, en fait, après, on s'est rendu compte qu'on avait des copains de copains en commun. En fait, on est tous les trois à peu près de la même promo de prépa, prépa Batsub Batspé. Donc, en fait, on avait des amis de prépa ou d'école d'ingé en commun. Donc, vous vous associez tous les trois, la Super Dream Team complémentaire. Vous ne connaissiez pas, mais vous avez plein de points communs. On vous met en relation. Donc, super étape de création. Et donc, on vous repartait de ton idée, de tes constats. Et juste, est-ce que tu peux nous dire, tu nous as dit d'où venait cette idée-là du cyber et ce que tu avais observé, mais est-ce que tu peux nous pitcher en quelques minutes, puisque tu as l'habitude, tu le fais tout le temps, la proposition de valeur de Datac juste ouais, en 2-3 minutes, nous dire ce que c'est pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont déjà entendu parler, mais qui ont envie de l'entendre de ta bouche. Alors, Datac, c'est l'assurance contre les cyberattaques pour les entreprises. Et on se définit comme une assurance dynamique. Pourquoi dynamique? Ça veut dire qu'en fait, nous, on ne va pas intervenir uniquement le jour où il y a un sinistre et où on nous appelle. Ce qu'on veut faire, c'est aider à augmenter la posture en cybersécurité des entreprises. Et donc, pour ça, on fait d'abord une mesure dynamique. Donc, ça veut dire que quand on voit une entreprise, on va évaluer sa posture de cybersécurité pour voir s'il y a des failles. Alors, il y a plusieurs catégories de failles, des failles internes, des failles externes, ce qu'on appelle des vulnérabilités externes.
en clair, on va se mettre dans les baskets d'un hacker et on va regarder si l'entreprise est facilement pénétrable d'un point de vue technique. Ça va nous aider à se dire si elle est assurable à un instant T ou pas, si elle doit mettre en place certaines choses pour améliorer son niveau de cybersécurité. Et ensuite, nous, on va l'accompagner tout au long de la vie du contrat en l'alertant si jamais il y a une nouvelle vulnérabilité qui apparaît, aussi en continuant à former ses collaborateurs, parce que l'autre faille qui n'est pas technique, c'est la faille humaine. Donc, ça va être quand un collaborateur clique sur un mail de phishing ou renseigne ses identifiants. Et donc là, c'est nous, on va les former et on va alerter aussi le dirigeant d'entreprise si on voit que les collaborateurs cliquent trop souvent sur des mails sur lesquels ils ne devraient pas. Là, je vous donne les principaux, mais on pourra y revenir après sur tout ce qu'on offre en termes de services de cybersécurité. Mais l'idée d'attaque, c'est vraiment d'augmenter la posture de cybersécurité des entreprises et éviter à tout prix l'attaque. Mais aujourd'hui, on est très content parce qu'on a un très bon loss ratio. Donc, on pense qu'on approche le risque de la bonne manière. Et évidemment, après, si jamais il y a une attaque, on intervient 24/7 pour restaurer les systèmes, refaire partir l'entreprise au plus vite. C'est l'objectif numéro 1. Et indemniser ensuite s'il y a eu des pertes d'exploitation. Et donc là, ça va être l'indemnité comme un assureur, quand on a des garanties d'assurance. Donc, le produit d'attaque, c'est vraiment un produit d'assurance couplé à des outils de cybersécurité pour protéger l'entreprise. Ok, donc c'est un produit très complet, parce que c'est important d'y revenir pour celles qui nous écoutent, parce que c'est pas juste la partie assurantielle, il y a bien effectivement l'amont, le diagnostic, la prévention, puis le produit, et puis tout l'aval. Donc c'est important. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au regard des différentes, c'est pas des polémiques, mais en tout cas des vues différentes sur le marché, l'idée, c'est de rendre ce risque assurable avec cette solution, comme tu disais, pour montrer qu'on peut avec ces éléments, avoir des ratios, des ratios qui soient corrects. Et donc, pour toi, en faisant comme ça, le risque, pour toi, il est vraiment assurable, ce risque cyber aujourd'hui, en faisant comme tu as dit, je précise bien évidemment. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça fait débat, le risque cyber et comme le risque de catastrophe naturelle. Hein, c'est vraiment des risques catastrophiques qui peuvent causer de gros dégâts. Sur le cyber en particulier, c'est vrai que nous, on est persuadé que le risque est assurable, mais évidemment, il faut un niveau de cybersécurité minimum, une hygiène de cybersécurité minimum, ça c'est clair. Et ensuite, on a d'autres garde-fous pour se protéger d'une attaque systémique ou d'une attaque de guerre. Et ça, c'est soit avec nos textes, soit avec nos outils de cybersécurité qu'on le fait. Alors là, tu parlais justement d'un besoin, mais pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait un marché et un accès aux clients. Donc là, l'entreprise est jeune. Et comment vous avez trouvé vos premiers clients? Très, très rapidement, même avant de trouver l'assureur, hein, on pouvait déjà avoir des clients. Non, non, je plaisante, mais c'est parce que en fait, c'est devenu compliqué de trouver une assurance cyber aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à s'assurer. Et il y a peu d'offres, il n'y a pas de solution complète. Il n'y avait pas de solution complète. Et donc, on a eu un très bel accueil des courtiers parce que donc nous, notre distribution, c'est exclusivement avec les courtiers. Donc, on travaille main dans la main avec eux. Et même avant de lancer l'offre d'attaque, on échangeait déjà avec eux pour comprendre le besoin qu'ils avaient. Et donc, avant tout, d'attaque, c'est une plateforme à destination des courtiers pour souscrire très simplement sur notre plateforme. En quelques minutes, ils obtiennent un tarif et les garanties, le contrat signé de manière très, très fluide et très simple, avec quasiment pas de questions techniques. Enfin, ça va dépendre, on va dire, du chiffre d'affaires, mais sur les petites entreprises, il n'y a pas de questions techniques et parce que grâce à la technologie, en fait, on a réussi à simplifier le parcours de souscription et sans prendre ce qu'on appelle en assurance les mauvais risques, on va dire, ou les entreprises qui ne peuvent pas être assurées à l'instant T. Donc, le modèle global d'attaque, alors c'est quoi? Est-ce qu'il y a la partie assurance, il y a la partie service? C'est quoi le modèle complet?
Alors, sur la distribution, on fait vraiment du B2B2B. Donc, on passe par les courtiers et on vend aux entreprises. Donc, le client, mes partenaires, ce sont les courtiers et les clients entreprises, ce sont les clients de mes courtiers partenaires. On travaille avec plusieurs centaines de courtiers. Aujourd'hui, on a dépassé les 1000 clients entreprises assurés. Et sur les entreprises, on a de tout. On a des experts comptables, on a des hôtels, on a des poseurs de fenêtres, on a évidemment des entreprises de SaaS, de logiciels, d'IT, de conseils. On a aussi des lycées, on a vraiment toute forme de clients, mais qui sont les clients des courtiers avec lesquels on travaille. Ok, donc tu nous as parlé de tes clients en entreprises multi-profils. Donc les courtiers avec qui tu travailles, avec la plateforme que tu mets à disposition des courtiers. Et puis en amont de tout ça, effectivement, il y a les assureurs qui sont les porteurs de risques aujourd'hui. En préparant ce rendez-vous, tu nous as dit que tu avais trois porteurs de risques, c'est ça? Si oui. Exactement. Et du coup, sans forcément donner leur nom, mais pour ceux qui nous écoutent aussi, aujourd'hui, donc tu travailles avec ces trois porteurs de risques et tu cherches aussi encore quelques autres partenaires assureurs à date. Alors, on échange avec beaucoup d'assureurs parce qu'on peut apporter deux formes de solutions, on va dire, à ces assureurs. Soit il y a certaines mutuelles avec qui on échange parce qu'elles n'ont pas les équipes cyber pour souscrire le risque, pour sélectionner le risque et même pas forcément les textes et le pricing. Donc, pas l'expertise cyber et donc c'est ce qu'on peut leur apporter. Donc, on travaille déjà avec certaines mutuelles en France et certains assureurs aussi. Et sinon, on a nous aussi besoin d'eux parce qu'effectivement, on n'est pas un assureur en tant que tel, c'est-à-dire j'ai pas un bilan qui peut porter des sinistres qui pourraient arriver un jour. Et donc, en fait, on doit chercher de la capacité et avoir des assureurs, réassureurs avec des reins très solides. Et donc, on est très content d'en avoir déjà 3 qui nous accompagnent depuis le début. Donc, un assureur qui s'appelle Wacom et 2 réassureurs qui sont dans le top 5 des réassureurs mondiaux qui réassurent et qui portent une grosse partie du risque. Et donc, effectivement, pour vous dire, aujourd'hui, nous, on offre de la capacité aux entreprises qui font jusqu'à 200 millions de chiffre d'affaires. Donc d'abord, quand on s'est lancé en juin 2022, notre cible, c'était vraiment les TPE-PME, donc jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. Et là, depuis juin, et ça faisait partie de notre ambition, on va maintenant couvrir les ETI, donc jusqu'à 200 millions de chiffre d'affaires, et prochainement, on va encore s'élargir. Et donc, pour ça, il faut toujours plus de capacité. De toute façon, aucun assureur peut porter seul le risque cyber. Et donc, on cherche toujours de la capacité supplémentaire. Non, mais ce que tu as dit est intéressant. Donc, on note pour ceux qui nous écoutent, effectivement, s'il y a d'autres assureurs qui veulent être partenaires, c'est intéressant. Et puisque tu as 3 partenaires aujourd'hui. Et ce qui était aussi intéressant, c'est ce que tu nous avais expliqué, cette augmentation de capacité. Donc, maintenant, tu peux t'adresser aussi à des acteurs plus importants sur ce sujet. Effectivement, c'est vraiment une belle évolution. Et du coup, ce que tu as dit aussi, que tout le monde n'avait peut-être pas en tête, c'est bien ce sujet de, à la fois les assureurs, tu peux les accompagner. J'aimerais juste sur ceux qui n'ont pas cette connaissance du cyber risk, au-delà d'être partenaire avec eux sur le partage du risque, tu peux vraiment les accompagner pour ce partage, on va dire ce partage et cet accompagnement de transfert d'expérience. C'est bien ça que tu nous as dit. C'est ça, parce qu'en fait, il y a pas mal on a énormément de mutuelles, on a plusieurs centaines de mutuelles en France. Il y a des mutuelles qui n'ont pas d'équipe de souscription cyber. Et pourtant, des clients entreprises, parfois des mutuelles qui font de la prévoyance, et donc elles sont dédiées sur un risque qui est le leur. Et pour multi-équiper leurs clients ou parce qu'il y a des demandes de leurs clients sur du risque cyber, eh ben, elles peuvent être intéressées pour qu'on souscrive pour eux et qu'on fasse la sélection du risque et qu'on fournisse aussi notre wording, notre texte, notre pricing. Oui, ça, c'est vraiment un volet qu'on connaît beaucoup moins et qui était important, je pense, de souligner. C'est ce volet d'accompagnement parce que beaucoup d'entreprises ne savent pas comment faire et elles ont envie d'avoir ce transfert d'expérience. Ok.
Alors pour tout ça, Charlotte, vous êtes 3 associés, mais j'imagine que ce n'est pas suffisant. Donc l'entreprise est jeune, vous avez dû recruter très vite. Alors quels sont les profils des personnes qui ont commencé à travailler chez Datac et qui aujourd'hui travaillent? Est-ce que tu peux nous en parler? Aujourd'hui, on est 25 chez Datac et on a encore plein d'arrivées à venir sur les mois qui arrivent. C'est grâce principalement au levée de fonds. Enfin, c'est clairement grâce au levée qu'on peut recruter. On fait quand même attention parce qu'on a pourtant on a beaucoup levé, mais on recrute 25, c'est à la fois beaucoup et en même temps, c'est pas non plus énorme par rapport au travail qu'on a à faire. Donc, les profils qu'on a, c'est moitié cyber sécurité. Donc, des profils, on a quelqu'un qui est expert en pentest, on a quelqu'un qui est expert en conseil en cybersécurité. Enfin, on a des développeurs aussi en cybersécurité. Donc, pour moitié, c'est de la tech et pour l'autre moitié, c'est de l'assurance. Donc, souscription principalement et animation aussi. Donc, on a des inspecteurs qui sont en région pour répondre aux questions des courtiers ou les accompagner quand ils font des roadshows avec leurs clients. Et comment ça s'est passé? Parce qu'au démarrage, je crois que quand vous vous êtes lancé, vous avez déjà commencé avec des collaborateurs, je crois qu'il y en avait 5, 6. Votre priorité, ça a été quoi à ce moment-là? Quel profil? Ah bah là, c'était vraiment les experts en cybersécurité. Parce que l'assurance, Damien et moi, on connaissait bien. Et c'est vrai, ça, tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. Aussi, on a eu la chance de pouvoir lever très rapidement. Donc, le fait qu'on soit un trinôme et que Benoît est déjà levé, moi, que je connaissais aussi déjà les fonds, on a pu lever très, très vite. Et ça nous a aidés à recruter dès le jour 1, le jour où on a créé les statuts de Datac, on recrutait quelqu'un et on enregistrait notre levée de fonds. Et tout ça, j'étais en période de préavis, mais j'avais même pas encore quitté AXA. Donc, c'est sûr que ça permet de commencer plus sereinement et d'aller très vite sur le développement de toute la partie tech et de l'outil de cybersécurité. Alors, je crois que les recrutements sont assez tendus sur cette famille professionnelle. Comment tu fais pour trouver les bons talents et puis les garder? Alors là-dessus, je pense qu'on a tous le même problème, hein. Il n'y a pas trop d'écart. Alors après, quand tu es une start-up et en cybersécurité, c'est un sujet quand même qui attire. Il y a un caractère à mission dans ce qu'on fait parce qu'on protège le tissu économique français aujourd'hui d'une cyberattaque. Et donc, quand on se lève le matin, on sent que notre travail est vraiment utile. Et donc ça, je pense que ça attire pas mal de gens. Après, on met en avant nos valeurs, le fait que aussi Datac, c'est une aventure humaine. Ce qui est important, c'est aussi qu'on s'amuse. On travaille beaucoup, évidemment, mais dans des bonnes conditions, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. Et aussi on dit souvent, on est sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, on essaye de s'amuser au quotidien. Mais évidemment, c'est compliqué de recruter, c'est compliqué de trouver des talents. Donc là-dessus, on fait attention à fournir un bon équilibre de vie, des bons salaires et on prend le temps de recruter, même si parfois on est très, très pressé. On essaye de prendre le temps pour trouver les bonnes personnes. Mais on est très content aujourd'hui de l'équipe qu'on a. On a 25 talents et on est ravis et on cherche encore si jamais d'autres gens veulent nous rejoindre. Et s'il y a des gens parmi ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Datac. Donc, on voit une grosse dynamique, une rapidité assez fulgurante en termes de croissance qui répond à un vrai marché. Et puis, récemment, tout le monde l'a vu, tu as eu une grosse actualité à la rentrée fin août, juste avant la rentrée, il y a une nouvelle levée de fonds de 11 millions, à 2 nouveaux investisseurs qui sont arrivés autour de table. Et cette levée, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'elle est arrivée juste 1 an en fait après la première levée, donc c'est extrêmement rapide dans des périodes où on sait qu'en ce moment, on va dire que c'est un peu plus difficile là, pour les acteurs en général de lever des fonds. Est-ce que tu peux revenir pour expliquer un petit peu, expliquer ces 2 levées, la première, tu en as un petit peu parlé, et puis la deuxième, et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent, au-delà de, on l'a vu, recruter des talents.
Mais donc, nous redire un peu la première, à quoi ça a servi, et puis la deuxième, la très récente, en quoi ça va vous aider à continuer cette croissance assez incroyable côté d'attaque. Ah, la première levée de fonds, c'était une levée de fonds de 7 millions, ce qui est énorme pour un seed. Et c'est vrai que c'était une levée de fonds qui était sur un deck de slides. Et comme je disais, on était encore tous les trois dans nos postes. Donc, c'était assez dingue. C'était en 2021. C'était quand même une époque aussi un peu plus facile pour lever. Donc, cette première levée, ça nous a permis de recruter, lancer le produit en moins de 6 mois, trouver donc 3 porteurs de risque et lancer la plateforme, les outils de cybersécurité et dépasser les plusieurs centaines de clients très rapidement. Et la deuxième levée, elle n'était pas nécessaire. On n'était pas dans un processus, pour être tout à fait transparente, parce qu'on fait attention au recrutement, parce qu'on ne veut pas dépendre d'une levée, le couteau sous la gorge. Hein. Donc, ça, c'est quand même quelque chose, on a envie de durer dans le temps. Donc, on est sur une croissance mesurée. Et la deuxième levée, c'était par opportunité. On échange évidemment toujours avec les fonds et qui voient qu'il y a un marché énorme, qui voyaient qu'on avait une super équipe, un produit qui répondait à un vrai besoin, beaucoup de courtiers qui plébiscitaient d'attaque et de ce qu'on offrait, avec aussi une demande supplémentaire sur les entreprises plus grosses et des besoins à l'échelle de l'Europe qui sont énormes. Et donc, on a eu cette opportunité de relever de l'argent et on s'est dit que c'était un moment qui nous permettait de voir plusieurs années devant nous, de recruter plus massivement. Et donc, c'était vraiment l'opportunité pour nous d'accélérer sur la croissance de Datac. Alors là, quand tu nous dis ça, on a l'impression que c'est super facile. On commence, on lève, on a 7 millions, et puis là, on décide, on a une opportunité, on a 11 millions. Bah, comment on fait ça? Comment on lève autant d'argent en si peu de temps sur un projet comme ça? Raconte-nous, parce que je pense qu'on veut tous avoir des secrets. Ce qu'il faut, c'est être sur un marché porteur. Donc, nous, sur la cybersécurité, c'est porteur parce que, c'est le risque qui est devenu le risque numéro 1 des dirigeants d'entreprise. Et en plus, il y a peu d'entreprises qui sont encore assurées. Donc, en fait, tous les grands groupes aujourd'hui sont quasiment assurés, mais sur les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, c'est aujourd'hui que 10% qui sont assurés. Et sur les PME, il y a seulement 3%. Et donc, ce que voient les fonds, c'est un potentiel énorme. Et on se dit que les ETI, dans quelques années, elles vont être assurées à 80%. Et les PME, ça sera pas 80%, mais ça sera au moins du 20%. Et donc, en fait, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une taille de marché immense. Évidemment, il y a quand même des acteurs, mais pas exactement comme nous. Et donc, en fait, on apporte une solution qui est différente, qui est complète. Et donc, c'est ça qui attire, on va dire. Et en même temps, ils savent qu'il y a aussi un besoin d'investissement parce que pour investir dans la cybersécurité comme on fait, pour pouvoir offrir nos services, parce que nous, c'est inclus dans la prime. Ça veut dire que pour le même prix qu'une assurance traditionnelle, vous avez des campagnes de phishing, vous avez le scan de vulnérabilité qui tourne toutes les semaines sur votre entreprise avec des alertes. Vous avez aussi un audit interne. Et tout ça, aujourd'hui, on ne le facture pas. Pourquoi? Parce que, en fait, pour nous, on se dit que c'est gagnant-gagnant. C'est qu'en fait, plus l'entreprise, elle est bien cybersécurisée, moins il y a de risques de sinistre et plus on sera rentable et nos porteurs de risque aussi. Et De la donc, prévention. voilà. Et donc ça, on ne le facture pas et donc pour pas le facturer, il faut bien le développer en interne et l'offrir gratuitement. Et donc c'est grâce aussi aux fonds levés et donc c'est à ça que ça nous sert. Donc ok, merci. Très clair sur, sur comment le faire. Quand on t'écoute, et quand on écoute aussi d'autres entrepreneurs, entrepreneuses comme toi, l'entrepreneuriat, les startups, ça fait rêver. Après, c'est effectivement quand on est sur des marchés porteurs, des sujets un peu du moment, ça fait encore plus rêver. Mais parfois, ça peut faire un peu peur. On le voit, peur à ceux qui sont, par exemple, dans des postes, de se lancer. Ils en ont envie, mais ils n'osent pas forcément se lancer. Si tu avais des conseils à donner, des conseils précieux à donner à ceux qui nous écoutent, qui ont des projets qui sont ancrés, en lesquels ils croient,
et qui parfois se disent, est-ce que j'y vais pas? C'est un peu toujours la question qu'on se pose tous. Quels seraient tes conseils, Charlotte, avant de se lancer? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil très précieux? Alors moi, je dirais qu'il faut confronter son idée. Enfin, en fait, quand on a une idée, il faut essayer d'en parler autour de nous. Faut pas du tout avoir la culture du secret. Ça, pour moi, c'est très mauvais parce qu'en fait, parce que j'y pense parce que certains entrepreneurs ont parfois peur. Ah non, mais j'ai une idée, mais j'en parle à personne parce que j'ai trop peur qu'on me la pique. Alors ça, moi, je recommande pas du tout. Je pense que justement, il faut en parler autour de soi et voir si déjà les gens autour de vous, ils achèteraient votre idée. Et si vous arrivez à convaincre quelqu'un de bosser avec vous sur cette idée, là aussi, je pense que c'est un bon indicateur parce que je pense que c'est très, très dur de créer une entreprise seule. C'est vraiment, il y a trop de sujets. Puis c'est bien aussi d'être accompagné, de pouvoir en parler avec quelqu'un. Donc, autre indicateur, c'est essayer de trouver quelqu'un qui a envie de creuser ce projet-là avec vous. Ça veut dire que déjà, vous êtes deux à en avoir envie et vous ne seriez pas seul et que du coup, l'idée, elle est intéressante. Et après, évidemment, tester auprès de potentiels clients s'ils sont prêts à acheter et combien, et réfléchir à un business plan, réfléchir combien ça va nous coûter, quel est le prix qu'on peut mettre en face. Parce que par contre, aujourd'hui, on voit que les levées de fonds sont quand même plus difficiles, hein, et nous, par exemple, on aurait peut-être levé plus il y a quelques années sur une série A. Enfin, ça n'a pas été compliqué, mais ça aurait peut-être été un autre montant et une autre valorisation à une autre période, hein. Euh, donc, je pense qu'il faut aujourd'hui quand même réfléchir aux chiffres et chercher quand même à être rentable à un horizon de temps parce que c'est plus dur de lever sur une idée où il n'y a jamais de rentabilité, où c'est juste de la croissance, acheter des clients. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Et sur les insurtech en particulier, hein, on a vu aux US, toutes celles qui sont rentrées en bourse, c'est catastrophique, leur cours de bourse, parce qu'elles étaient sûrement survalorisées. Et donc, je pense que là, les fonds font plus attention à ça. Et après, lever des fonds, c'est sûr, ça aide. Donc, nous, c'est sûr, ça nous a aidé aussi à se lancer, de se dire, bon, je quitte, moi, je quitte AXA, mais en fait, j'ai quand même des fonds et donc je sais que je peux recruter et créer. Enfin, je faisais déjà un peu de l'intrapreneuriat et donc là, c'était passer du côté entrepreneur, mais avec une levée de fonds, ça permet quand même de recruter et de voir venir. Donc, je ne dis pas que c'est obligatoire. Je pense qu'il y a des business models où il n'y a pas besoin de lever de fonds et ça vous permet d'être seul à bord, donc ce qui est pas mal aussi. Mais ça va dépendre énormément du business model que vous voulez entreprendre. S'il y a besoin d'investissements conséquents comme nous, il faut tester. Et là, du coup, j'ai envie de dire, tester aussi auprès des fonds. Donc, j'ai testé auprès d'un potentiel cofondateur, testé auprès de vos clients et puis après, tester auprès des fonds. L'appétence et les fonds, ils creusent beaucoup de sujets, ils voient vraiment la stratégie. Et donc, en fait, si aussi votre business, vous voyez qu'il y a des fonds qui s'intéressent à votre business et qui ont envie de mettre de l'argent, voilà, j'ai envie de dire, foncez. Alors maintenant, justement, foncez, foncez. Est-ce qu'on va le dire aux hommes, aux femmes, à tout le monde? On a envie. Et là, on est à un rendez-vous Parité Assurance avec une start-upeuse. Donc là, nous, on a envie qu'il y ait plus de femmes au poste à responsabilité, que ce soit dans l'assurance, dans les start-up, dans la tech. Et là, tu es une des rares femmes qui dirige une entreprise, une insurtech. Donc, on sait que tu es engagée aussi sur le sujet. Alors, pourquoi, à ton avis, il y a si peu de femmes alors dans l'univers des startups et notamment des startups de l'assurance, des insurtech? Et puis, comment faire pour remédier à ça si vraiment il y a une difficulté? Alors effectivement, moi je suis très engagée dans pas mal d'associations. Déjà avant, chez, dans des associations d'actuaires pour les femmes, mais maintenant aussi dans des associations d'entrepreneurs pour les femmes. Et donc là-dessus, il y a pas mal d'associations. Je pense à Willa, je pense à Sista, je pense à Elle Impact qui aident vraiment les femmes et qui font attention aussi maintenant à ce que les fonds investissent dans des entreprises où il y a au moins une femme cofondatrice. Parce que malheureusement, je crois que c'est encore l'année dernière où il y avait eu plus de 90% des fonds levés qui étaient levés par des entreprises 100% masculines. Donc là-dessus, ça bouge, ça s'améliore. Après, je pense que
on va dire la barrière numéro un, c'est les femmes qui se l'imposent. Et en fait, ce qui n'est pas facile, je trouve, quand tu es une femme, c'est que généralement, le moment où tu as envie d'entreprendre, c'est quand même un moment où tu as un peu de carrière derrière toi, un peu d'expérience. Et c'est aussi le moment où parfois tu as envie d'avoir une vie de famille et des enfants. Et donc ça, c'est vrai que c'est très, 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 très dur. Moi, je me dis, et c'est ce que je me suis appliqué, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de bon moment. Donc, faut pas essayer de se dire... Enfin, si je me dis, c'est quand mes enfants auront 8 ans minimum que j'entreprendrai, bah, c'est compliqué. Enfin, il n'y a jamais de bon moment. Donc, en fait, il vaut mieux essayer de faire. Et alors, moi, je suis plutôt du genre à vouloir tout faire. J'aime pas trop choisir et renoncer à quelque chose. Donc, en fait, j'essaye de tout faire et de tout concilier à la fois. Et ça rend, en fait, très efficace dans son travail et dans sa vie personnelle aussi. Donc, le conseil que je donnerais aux femmes, c'est bah, n'attendez pas le bon moment. De toute façon, en plus, bah, une grossesse, ça ne se calcule pas forcément. Donc, en fait, et ça, j'ai trop vu des femmes qui se refusaient même à prendre des gros jobs parce que, ah bah non, mais attends, si maintenant je veux être enceinte. En fait, moi, je me dis, bah non, vas-y. Et puis, si ça arrive en même temps, bah, c'est le destin. Donc voilà, pour les femmes. Et après, Donc, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Il n'y a pas de, ah il y a non, pas de, il y a pas de sexe pour entreprendre et il n'y a pas d'âge pour entreprendre. exactement, exactement. Je pense que même plus on a d'expérience, mieux c'est. Après, la jeunesse, ça permet aussi de... J'ai vu pas mal, moi, de collègues d'école d'ingé qui avaient déjà des side projects en école d'ingé. Alors, c'est sûr que quand on entreprend en école ou juste à la sortie d'école, on a moins de risques de perdre en qualité de vie. Et on est plus habitué à manger des pâtes. Et donc, c'est vrai qu'il y a un côté facile quand on est très jeune et zéro prise de risque. Et je pense que C'est on une heure, réfléchit un c'est peu plus une heure, après. pas 2 heures. Oula, Voilà. continue, Donc, Charles. Oui. et sinon, Ouais. pour les femmes, je pense après, c'est l'éducation. Ça, on en a beaucoup parlé et je pense que ça, on essaye de bouger sur cet aspect-là aussi. Et là, c'est le rôle de tout le monde, hein, des femmes, des mères, des pères, de dire à leurs enfants que les études scientifiques, c'est pas réservé aux hommes. La cybersécurité, c'est pas du tout un job d'homme. Dans la boîte, on a pas mal de femmes. Et, et donc, les métiers de la tech, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de startups sont sur la tech, donc les métiers de la tech sont pas réservés aux hommes. Et on peut être maman et dirigeante d'entreprise. Et ça, ça, je pense qu'il faut que les mentalités elles changent et dès le plus jeune âge. Ouais, merci pour ton retour et ton engagement. Voilà, ça montre que c'est possible, que c'est pas forcément facile, mais que c'est possible et qu'il faut oser faire tout ça. Et c'est vrai que tu es très engagée aussi dans différentes associations parce qu'on se croise dans différentes associations de femmes aussi dans tout ce qui est tech et autres. Mais donc, tu nous as donné plein de conseils sur l'entrepreneuriat, sur ta vision sur les femmes. Euh, Si on prend un autre volet, c'est si on se focalise un peu plus sur un peu les erreurs, si on peut dire, ou les choses que t'aurais pu faire différemment, on va plutôt dire ça, on va plutôt être positif. C'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui, avec le recul que tu as, avec les 2 ans de recul que tu as, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais un petit peu différemment aujourd'hui? Alors, si je parle d'attaque, il y a plein d'erreurs qu'on a faites. Et je pense que c'est le lot de tout le monde, hein. En fait, et ce qu'on se dit toujours, bah, c'est que c'est pas grave de faire une erreur, mais ce qu'il faut, c'est essayer de s'en rendre compte le plus vite possible et la corriger le plus vite possible. Et alors, des erreurs, on en a fait plein, des choix techniques qui étaient mauvais, des choix de partenaires qui étaient mauvais, des recrutements aussi. Et ça, le recrutement, pareil, tout le monde en parle, mais quand on le vit, c'est vraiment très dur parce qu'en fait, un mauvais recrutement, c'est des mois et des mois de perdus, le temps de retrouver quelqu'un qui est après parfois un préavis, le temps qu'elle arrive, le temps qu'on la forme. Et si en fait, on se rend compte que c'est pas la bonne personne, mais c'est catastrophique. Et donc ça, je pense que c'est compliqué en startup, les mauvais recrutements, mais ça arrive à tout le monde. Et en même temps, bah, faut prendre des risques et voilà, c'est la vie. Donc,
les erreurs, pour moi, le pire, ça serait de pas en faire, mais du coup, ça voudrait dire justement rester dans, dans son habitude, sur son job. Donc, j'ai pas de problème avec les erreurs. Donc, ce que tu dis, toi, quand même, vigilance, conseil de vigilance sur le côté recrutement qui peut vraiment un peu handicaper, enfin, qui est compliqué à gérer parce que le temps est court et que c'est un point qui est important en termes de vigilance quand on est entrepreneur. Bien faire attention à ça. Ouais, et ça, moi, j'ai beaucoup lu de bouquins là-dessus, genre des décider, ça se travaille, ou comment prendre des décisions avec peu d'éléments, parce que moi, j'étais plutôt quelqu'un qui prenait des décisions avec beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux de comparaison. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, des décisions, tu dois en prendre 10 par jour, que tu n'as pas tous les éléments et que parfois, pas prendre d'une décision, ben, c'est pire parce qu'en fait, on perd du temps. Et donc, Mm. en fait, faut prendre des décisions avec peu d'éléments. Et parfois, ben, si je reprends l'exemple des recrutements, en fait, t'as pas... si tu as vu une personne qui est bien, mais que tu te dis, mais je veux encore en voir 10 autres. Et donc, du coup, bah, lui, je vais le perdre parce qu'en fait, l'autre personne, elle n'attend pas que tu fasses 50 000 autres entretiens et que tu prennes 6 mois pour te décider. Et donc, en fait, bah, il y a un moment, tu fais un choix et tu dis, bon, bah voilà, on prend cette personne-là. Et donc, c'est un risque. Et ça, bah, c'est juste que enfin, je pense que c'est le quotidien, en vrai, hein, de prendre des décisions et d'en prendre plein des mauvaises. Et tant pis, on corrige après, hein. Alors là, on a parlé des choses que tu aurais pu faire encore mieux, mais déjà sur 2 ans, tu as fait des choses sensationnelles. Et moi, voilà, je voudrais savoir de quoi tu es la plus fière là aujourd'hui. Bah, à la fois, ça va être le pendant, mais c'est l'équipe qu'on a recrutée, le fait d'avoir embarqué des gens dans un projet, de sentir une motivation, un engagement tous les jours pour le projet d'attaque. On part demain en séminaire pour d'attaque et tout le monde est là, tout le monde a envie de passer du temps ensemble, tout le monde a envie de s'améliorer, répondre à nos clients, répondre aux besoins de nos courtiers. Donc ça c'est juste extraordinaire. En fait, c'est ce qu'on a accompli en un an. Enfin, quand je revois le salon du courtage où on était il y a un an, on était 4 sur un stand tout petit avec on venait juste de lancer la plateforme, on avait quelques outils de cybersécurité. Et là, quand je pense en un an, tout ce qu'on a fait, c'est dingue, hein. Une startup, c'est sûr que ce qu'on fait en une semaine, des fois, ça me paraît un mois. Donc, c'est extraordinaire tout ce qu'on accomplit très vite. Et c'est grâce à l'équipe et à l'engagement de tout le monde que tu arrives à embarquer dans le projet. Ouais, donc Ouais. une vraie fierté pour cette équipe, pour ce côté humain, ce projet, avec on le voit quand on échange avec toi, avec un leadership hyper important. Donc voilà, donc on voit que l'humain, ça compte beaucoup. Et si on se projette un petit peu, même si on est dans des temps courts, on l'a compris, ça va très vite. Pour demain, donc pas dans 10 ans, hein, mais pour demain à l'échelle de Datac, quelles sont un peu les perspectives? Quelle est ton ambition? Quels sont les gros sujets du moment? Alors là, c'est les gros sujets du moment, c'est la fin d'année déjà, parce que sur l'assurance et l'assurance entreprise en particulier, la fin d'année est très intense. Donc, on vise 10 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ça, et on est très bien parti déjà avec le stock. Euh, on veut aller sur des entreprises encore plus grosses. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. On couvre aujourd'hui jusqu'à 200 millions de chiffre d'affaires les entreprises. Et tous les jours, on a des demandes d'entreprises qui sont plus grosses que les 200 millions ou qui ont besoin de plus de capacité que ce qu'on peut offrir aujourd'hui. Donc, c'est pouvoir les accompagner, pouvoir offrir une solution pour ces entreprises et toujours améliorer la cybersécurité de nos clients pour maintenir un super loss ratio parce qu'on veut durer dans le temps. Et pour ça, il faut il faut ce qu'on appelait toujours chez AXA la croissance rentable. C'est une croissance, mais pas prendre des mauvais risques. Et donc ça, c'est le job de nos souscripteurs de toujours faire attention à la posture cyber des entreprises et on préfère toujours refuser une affaire que de prendre un trop gros risque. Et donc, évidemment, on veut croître, mais pour nous, c'est très, très important d'avoir un portefeuille sain parce que c'est comme ça qu'on va durer dans le temps. Écoute, merci pour toutes ces précisions, ces conseils.
ces informations. Donc là maintenant, la parole est à l'audience, donc c'est le moment Ouais. où on va répondre à des questions qui sont complémentaires aux nôtres. Nelly, est-ce qu'on en a Il y déjà? a eu quelques questions dans le fil. Il y a eu Philippe qui avait posé une question sur la cible des entreprises et d'une part et puis d'autre part sur donc quelle est la cible, la taille des entreprises, les secteurs et puis d'autre part savoir où tu allais sourcer l'expertise nécessaire sur les hackers, sur toute la capacité d'intervention pour résoudre les problèmes des entreprises. Donc comment tu trouvais les expertises? Donc il y a ces deux questions. Alors, pour répondre à la première, donc notre cible, taille d'entreprise, je l'ai dit, 200 millions jusqu'à 200 millions de chiffre d'affaires. Secteur d'activité, on prend tous les secteurs. Et ça, c'est important justement pour nous d'avoir tous les secteurs parce qu'on ne veut pas être trop exposé à un secteur. Et ça, c'est parce que, par exemple, je ne sais pas si je parle des experts comptables, si on a tous les experts comptables et qu'ils utilisent tous le même outil, là, c'est un risque qui est important pour nous. Donc, en fait, on fait attention à avoir un portefeuille très diversifié. Donc, on prend tous les secteurs d'activité, vraiment tout, à part quelques-uns qui sont la crypto, par exemple, qu'on ne va pas prendre les secteurs très vraiment éthiques, mais sinon, on couvre vraiment, on a évidemment quelques collectivités, quelques cliniques. On fait très attention évidemment à leur niveau de cybersécurité, mais on couvre tous les secteurs aujourd'hui et toutes les tailles d'entreprise. Notre portefeuille aujourd'hui est beaucoup plus sur les petites entreprises vu qu'on s'est lancé sur les petites. Et ensuite, sourcer l'expertise nécessaire, et ben, je fais justement partie d'une association des femmes dans la cybersécurité. On recrute chez nous des anciens CISO, DSI, des entreprises. On a l'ancien CISO de Compte Nickel. On a des gens de Webstone, évidemment, donc des compagnies aussi de cybersécurité, enfin de conseils en cybersécurité. Oui, donc c'est beaucoup ton réseau et la connaissance. Et le recrutement, le recrutement, Et la- c'est ouais. c'est pas forcément mon réseau à moi parce que je viens pas de la Non, mais cybersécurité, mais le réseau global. et Ok. après on travaille avec des partenaires. On travaille avec Inquest, qui est le numéro un en gestion de crise cyber en France. Et donc on s'appuie aussi sur des partenariats pour avoir les meilleurs. D'accord. Alors, il y a aussi, donc il y a pas mal de questions. On va laisser la parole après à Xavier, mais il y a donc Sandrine Lemry qui posait des questions, qui disait, est-ce que le fait que tu sois aujourd'hui fondatrice, hein, donc une femme, est-ce que ça t'aide à recruter des femmes? Est-ce que ton ressenti là-dessus? Je pense. Je suis très fière de dire que dans notre COMEX, là, c'est 75% de femmes. Oui, je pense que ça aide. Je pense que ça aide parce que du coup, on peut parler de sujets. Et puis, je pense que je sais pas, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que le congé maternité, c'est quand même un gros sujet pour une femme. Et donc, ça, je pense qu'il y a aucun problème chez nous. On a aussi offert les congés paternité au papa, donc du coup, qui avait moins d'un an d'ancienneté. Donc, normalement, moins d'un an d'ancienneté, la loi n'impose pas aux employeurs de payer le congé paternité. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de papas qui ne le prennent pas à cause de ça. Et nous, ça, c'est une décision qu'on a prise. Donc, on a eu deux jeunes papas dans l'équipe et qui ont pu prendre des congés paternité. Donc, ça, je pense que oui, ça aide. Une autre question de Sandrine, Sandrine Lemry toujours. Qu'est-ce qui empêcherait d'autres entreprises de vous copier? Ça, c'est la question sur, en gros, en quoi tu excelles aujourd'hui? Quelles sont les barrières que tu as pu mettre par rapport à d'autres? Alors, ce qui fait la différence de Datac, c'est à la fois d'être une compagnie d'assurance et de cybersécurité, où vraiment on recrute autant d'experts en cybersécurité que d'assureurs. Donc ça, c'est une première différence. Ensuite, après, c'est la confiance avec les porteurs de risques. Le fait que euh, dans l'équipe, on soit plusieurs à venir du monde de l'assurance. On a créé des relations de confiance avec nos porteurs de risque et tant que tu as la confiance de tes porteurs, mais aussi parce qu'on la maintient dans notre capacité de souscription, dans notre partage des informations, ça nous permet de garder cette confiance et c'est ce qui permet aussi de continuer à offrir de la capacité et de répondre aux besoins du marché.
Xavier, à vous. Oui, oui, Xavier, vous avez levé la main. Tout à fait, merci beaucoup. Merci Charlotte pour votre expertise et votre sourire, c'est très appréciable. J'avais deux questions, une plus par rapport à votre vraiment votre business et une plus générale par rapport je dirais, à Datax. C'était pourquoi en fait ne pas proposer de cyberassurance aux particuliers? Pourquoi vous vous arrêtez aux PME? C'est un choix délibéré ou vous ne trouvez pas de marché en fait derrière? Alors, on répond aux besoins qui est numéro un. Il y a beaucoup plus de demandes sur les entreprises que sur les particuliers aujourd'hui. Donc, c'est opportuniste. J'avais beaucoup plus de demandes sur les entreprises. Après, c'est quelque chose qu'on pourrait creuser sur les particuliers, mais ce n'est pas pour l'instant dans la roadmap. D'accord. Et donc une question la plus générale, vraiment pour comprendre, je suis pas forcément du monde de l'assurance, mais pourquoi aller plutôt vers un courtier que vers l'assurance finale, en fait, vers l'assureur? Quel est l'intérêt, en fait, pour comprendre? Et ben, en fait, aujourd'hui, dans le monde des entreprises, 95%, même peut-être 99% des entreprises passent par un courtier qui gère pour lui tous ses contrats d'assurance, parce qu'une entreprise, elle a aussi sa multi-risque dommages, la prévoyance de ses salariés, la santé. Et donc, généralement, elle passe par un courtier qui l'accompagne au quotidien dans ses choix. Et puis aussi, le job du courtier, c'est de comparer les offres. Et donc, en fait, le dirigeant d'entreprise, il a rarement le temps de lire les textes et de comparer. Alors, nous, on simplifie la vie des courtiers parce qu'on leur donne un comparatif pour bien expliquer nos garanties. Mais je pense que le courtier, c'est vraiment la meilleure personne pour accompagner les entreprises. Et donc, nous, on veut travailler avec eux parce qu'on pense que ce sont les meilleurs aussi pour parler d'assurance aux dirigeants. Parfait. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Eh bien, merci. Il Merci. semblerait qu'il n'y ait plus de questions. On va Ouais. peut-être Dans le fil, non, il n'y a plus rien. Mais est-ce qu'il y a d'autres qui veulent faire des questions, voilà, ou reprendre la parole ou... Eh bien, dans ce cas, nous allons demander à Isabelle Hébert, notre présidente, de conclure cette séance. Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que, avant de conclure, Charlotte, d'attaque, c'était parce que vous étiez d'attaque Exactement. ou pas du tout? Ça, c'est mon côté un peu ado, mais... Il y avait aussi le jeu de mots, la meilleure défense, c'est d'attaque. Et en vrai, pour la petite histoire, Nelly connaît, on a commencé avec un autre nom. Enfin, quand on a déposé les statuts, on n'a pas trop, enfin, on s'est pas trop concerté, on n'a pas trop réfléchi, on n'avait pas trop testé pour le coup, et on se disait que Cyberline, c'était sympa, qu'il y avait le mot cyber dans le nom, et au moins ça disait ce qu'on faisait. Et donc, en fait, quand on a créé la société, on s'appelait Cyberline au moment où on a déposé les statuts. Et comme je l'ai dit, on a énormément échangé avec les courtiers pour créer l'offre, pour créer le produit, pour développer la plateforme. Et en fait, quand on voyait les courtiers et qu'on se présentait Cyberline, en fait, on voyait que sur la prononciation, tout le monde ne prononçait pas de la même façon, que s'il y avait un côté un peu anglo-saxon, américain, alors qu'on est une boîte française, on garde vos données en France, toute l'équipe est en France, toute l'équipe tech même est en France. Et donc, en fait, il y avait une connotation qui finalement ne nous représentait pas du tout. Et donc, avant le lancement officiel de l'offre et la communication, on s'est dit qu'il fallait changer. Et là, on a trouvé un nom qui nous plaisait beaucoup plus, qui était plus court, qui était plus marrant, qui permet plein de jeux de mots. Moi, je le trouve exceptionnel, ce nom. Pour faire de la cybersécurité, d'attaque, mais enfin, je trouve ça génial. C'est génial. Alors, donc, pour conclure, alors c'est intéressant parce que je t'écoutais et j'ai la casquette de la présidence Parité Assurance et puis, entre guillemets, j'ai une vie de tous les jours, là, ici, derrière, chez AG2R Mondial. Et chez AG2R Mondial, une grande partie de notre business, c'est les gens dont tu as parlé, en fait. C'est les pros, chefs d'entreprise, alors petites ou grandes. Ça peut être le boucher, le boulanger ou le gars qui crée sa boîte. Donc, c'est la dimension entreprise, la dimension du professionnel qui personne clé. Et puis, tu l'as cité aussi, et je trouve ça ultra pertinent dans votre stratégie, c'est l'expert comptable qui peut, enfin voilà, c'est une grande partie de notre vision sur ce business-là, qui peut être certificateur et apporteur de confiance.
Donc, c'était intéressant parce qu'à la fois, comment dire, j'écoutais ton parcours et puis je me disais, c'est vrai, c'est vrai que moi, je parle pas nécessairement de ces sujets-là à ces clients-là, qui sont mes clients. Moi, je leur parle santé, prévoyance, épargne retraite, surtout beaucoup épargne retraite. Mais, mais en fait, peut-être que leur plus gros emmerdement, entre guillemets, potentiel, plus que. Alors, évidemment, c'est un problème, un accident du travail ou un arrêt de travail, mais c'est peut-être plus une méga cyberattaque. Donc, voilà, c'était intéressant quand je mettais mon côté commercial et business de tous les jours. Alors, dans ce que tu as dit, il y a plein de trucs que j'ai trouvé très forts. J'ai trouvé, je dirais presque émouvant, même si c'était au détour de 2, 3 phrases, ce que tu as dit sur ta famille et ton histoire. Je pense que c'est hyper fort. Et j'ai trouvé fascinant parce que sincèrement, on a rencontré un certain nombre de start-upeuses. Moi, ça m'arrive de rencontrer des start-upers ou start-upeuses dans mon boulot. Mais quand tu décris la capacité qui est rare à travailler à la CNP et chez AXA, enfin, major company, world company, enfin, si tu peux faire plus actuaire, plus structuré, plus compliance que ces deux boîtes-là, et que après tu vas plonger dans des startups, soit existantes, soit que tu crées, ça demande je ne vais même pas dire agile parce que c'est le mot à la mode, mais une plasticité, un truc de dingue, quoi. Et c'est très rare. Enfin, voilà, je connais très peu de gens. Moi, je pense que je suis capable de travailler dans des big companies, faire ce que tu fais, je ne suis pas sûre. Et des gens qui sont capables de faire ça, enfin, au sens aller et comme ça, je pense que c'est exceptionnel. C'est voilà, quelque chose à retenir. Alors, une autre chose qui m'a frappée dans ce que tu as dit, à la fois encore une fois des gens qu'on a rencontrés ou des gens qu'on croise dans nos boulots respectifs, c'est que toi tu parles assurance pour de vrai, quoi. Tu parles loss ratio, tu parles portefeuille sain, tu parles la confiance des assureurs et des soutiens, tu parles croissance rentable. Alors, évidemment, c'est aussi parce que tu as été élevé chez les grands dont on parlait, mais je pense que ça, c'est une force dans la durée absolue d'attaque que d'avoir cette vraie culture de financière et à la fois, on va dire, un vrai sens commercial, un sens de tech et un sens d'actuariat. Ça aussi, je pense que c'est hyper rare parce que souvent, c'est plus du pur courtage, on va dire, que du vrai assurance. Donc ça, mais surtout, si j'avais à dire un mot, alors je crois que quelqu'un l'a dit dans une des questions, ou c'était peut-être Nelly. Moi, une des choses, quand on va finir cette discussion et on la mettra dans notre petite synthèse qui m'impressionne le plus chez toi, je pense, et je t'avais vu parler, mais pas sous ce format-là, c'est le leadership. Quand tu racontes ton histoire avec simplicité, mais avec le sourire et de façon ultra claire, voilà, c'est un vrai sens de leadership qui, quand on revient un peu à notre enjeu sur ces rendez-vous avec les start-upeuses, qu'est-ce qu'on peut en ramener chez nous? Il y a plein de choses que tu as dit. C'est dur de les ramener chez nous parce que chez nous, à nous, ils sont un peu moins flexibles, un peu moins créatifs, un peu moins ce qu'on veut. Mais voilà, cette posture, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. Je pense que tu es sur un sujet dont on pourrait dire qu'il est hyper tendance, qui fait peur à tout le monde et que donc il fait parler, qui préoccupe. Et en même temps, tu en parles sérieusement et sans entre guillemets, bling bling et exagération parce que sans en citer, il peut y avoir d'autres qui sont sur une partie de ton segment de marché qui en parlent plus par la culture de la peur voilà, avec je sais pas si c'est des paillettes ou des feux d'artifice autour. Toi, t'en parles comme une actuaire smart. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, si j'avais à retenir un mot, ça serait #leadership. Donc vraiment un grand merci. Je me disais bien que si tu avais levé 11 millions d'euros, tu allais nous faire un truc de dingue sur cette présentation et on n'est pas déçus. Peut-être mentionner pour ceux qui sont connectés, parce que voilà, encore une fois, vous étiez un bon petit groupe. On planifie à l'initiative de Nelly
de faire des startup calls conjoints avec InsurTech France. Donc, ça sera pour le prochain tour de ces rendez-vous. Sans doute aussi de compiler les synthèses de tous ces échanges avec les startupeuses, parce que chacun de ces échanges est un peu unique et on apprend des choses. Et en même temps, quand on les met toutes côte à côte, il y a à la fois des effets structurants et puis des spécificités dont on se dit, faut sans doute packager cette matière-là parce qu'elle est belle. Et donc ça, on travaille ça aussi. Donc on n'a pas encore fixé la date, mais on espère qu'au moins tous ceux qui sont là aujourd'hui se connecteront pour la prochaine fois. Et un grand merci et à Angela, à Frédéric, à Nelly qui ont des milliers d'autres choses à faire et en mode totalement bénévole, comme toi Charlotte, sont toujours au rendez-vous et nous font 1 heure et demie de rafraîchissement. J'espère que ça vous aura fait autant de bien et de plaisir qu'à moi. Merci Merci à vous. beaucoup. Merci Isabelle pour tes mots et merci Anélie et toute l'équipe de Parité Assurance pour votre invitation et l'organisation de cette interview. Merci Charlotte, hein, merci beaucoup. C'était Merci. vraiment inspirant et voilà, le hashtag leadership va rester, je pense. Oui. Bon Bonne après-midi. journée à tous. Merci. Merci.